Bonjour, nous sommes le mercredi 4 février 2015. La question se pose, est-ce que les Khmers rouges sont à Perpignan? J'ai à mes côtés monsieur Jean-Louis Cacomo, qui est professeur à l'université de Perpignan. Bonjour monsieur Jean-Louis Cacomo. Bonjour Patrick. Faisons connaissance. Enchanté. Bon, racontez-moi un petit peu votre histoire. D'abord, oui, effectivement, je suis maître de conférence à l'université depuis une quinzaine d'années. J'ai fait mon doctorat de finance internationale à la fac d'Aix. J'ai eu le poste à Perpignan et je me suis installé. J'ai découvert la région et je m'y suis installé. Mon troisième enfant est né ici et j'ai fait construire une maison et j'ai travaillé. J'ai consacré une grande partie de mon temps à mon université. J'ai fait carrière dans cette université. Et dites-moi quelle décision grave a été prise par le président de l'université Fabrice Laurent. Eh bien, j'ai décidé de médiatiser ce qui m'était arrivé, puisqu'effectivement, la première fois, c'est-à-dire, j'ai plus la date exacte parce que ça a été confus dans mon esprit, mais courant février 2013, on est venu me chercher et on m'a interné à Thuir. Donc, ça, on va dire, ça a brisé et stoppé ma vie, mais dans l'indifférence générale, à un tel point que même ma famille et mes proches ont été pris au dépourvu, donc ils ne savaient pas ce qui se passait, donc ils ne sont pas intervenus, et encore moins mes relations éloignées, professionnelles ou à l'étranger, ils ont constaté mon absence sans aucune explication. Et comme la direction de l'IAE a tenté de à nouveau me réinterner il y a un mois, là pour le coup, je ne me suis pas laissé faire une deuxième fois, j'ai alerté l'opinion, pour dire voilà ce qu'on veut me faire et j'ai besoin maintenant de faire connaître l'histoire pour me protéger. Et donc, si je comprends bien, l'IAE, donc, c'est l'Institut des administrations des entreprises. Hein, L'Institut d'administration des entreprises, voilà. Si vous voulez, c'est un peu, on fonctionne comme une école de commerce, mais nous sommes au sein de l'université, c'est-à-dire nous sommes dans le secteur public, mais on a un fonctionnement similaire à une école de commerce parce qu'on fait des masters professionnels en alternance, les étudiants font des stages en entreprise, donc on a une obligation de former finalement des gens qui trouvent à s'insérer sur le marché du travail, donc on est sélectif. Ouais. Et donc pour en venir un petit peu avec ce qui vous est arrivé de très très grave, quels sont les responsables en principe ce sont des officiers de police judiciaire, maires, médecins, juges des détentions et libertés, qui ont quand même fait, pour moi c'est une arrestation carrément. Si vous voulez, moi je n'ai rien commis de grave, vous voyez récemment un individu dit marginal a attaqué des militaires, il a été relâché, il a été au couteau, moi je n'ai rien fait, on ne peut rien me reprocher, donc on m'a interné avec le motif officiel de principe de précaution. Mais après, une fois que j'étais là-bas, j'avais plus de téléphone, je pouvais communiquer avec personne, on m'a gavé de médicaments, donc effectivement j'ai fini par être totalement déprogrammé, mentalement, inconscient, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et le médecin me disait que j'avais fait beaucoup de dégâts à l'université, je ne savais pas de quoi il me parlait, mais quand je parlais, on me donnait du Valium, je ne dormais pas, j'étais tellement choqué de ce qui m'arrivait que je ne comprenais pas. Donc, par miracle, je réussis à en sortir, j'ai demandé mon dossier médical, et là, les faits étaient là. Ça m'a sauté aux yeux, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La procédure d'internement ne respectait aucunement les règles de l'HDT, de l'hospitalisation sous contrainte. Donc je suis allé voir un avocat et j'ai expliqué, il faut tirer l'affaire au clair. Et quand en effet ils ont voulu me réhospitaliser, alors j'ai pu stopper la procédure, ils ont quand même admis qu'il n'y avait pas matière à m'hospitaliser, alors j'ai prouvé les faits. Ils m'ont dit c'est parce qu'il y a eu un signalement de l'IAE. Alors j'ai dit il faut que je tire au clair, je ne peux pas vivre dans cette hantise permanente que le matin chez moi, à n'importe quel jour de la semaine ou du mois, on va me dire on vous réhospitalise parce qu'une rumeur dit que vous avez été bizarre. Je ne peux pas vivre. Donc je dois aller au bout de la vérité, savoir pourquoi on m'en veut,
Et au pays des droits de l'homme, à un moment où tout le monde dit je suis Charlie, moi c'est ma liberté physique, même pas d'expression. J'ai été pendant 18 mois dans une chambre, coupé de mes enfants, coupé de mon boulot, coupé de mes passions. C'est ma liberté physique. En France, en 2015, c'est pas dans une prison dans un pays en voie de développement ou Midnight Express en Turquie, c'était à 10 km de ma maison, de ma faculté. Et là, parce que on a découvert votre affaire, bon, j'ai mon ami qui est maître François Danglan, qui est mon avocat depuis 4 ans, depuis 2010, donc on est sur des gros scandales. Il s'avère que, d'après ses analyses et ceux des autres avocats qui suivent le dossier, c'est une procédure qui est entachée de nullité, quoi. C'est carrément. Oui, mais mon avocat. C'est carrément des faux criminels en écriture. Faux criminels en écriture. Qui est spécialiste en internement abusif, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mon avocat, je vous dis, moi j'ai eu les documents qui m'ont été transmis par la Cour européenne des droits de l'homme. Il est clair qu'il y a 2 procédures possibles, l'HO, l'hospitalisation d'office, ou l'HDT. Donc moi j'étais sous le coup de l'HDT. L'HDT stipule qu'il faut, pour pouvoir interner quelqu'un sous contrainte, 3 conditions. Que l'internement soit déclenché par un proche, que l'individu qui est interné présente un danger grave pour l'ordre public et qu'il y ait 2 certificats médicaux. Donc moi, c'est pas un proche, c'est mon employeur. Ensuite, en quoi je présente un danger pour l'ordre public? Je n'ai jamais commis d'acte qui puisse penser que je représente un danger pour le public. Que mes idées soient jugées subversives, c'est une chose, mais on est au pays des droits de l'homme. On n'interne pas des gens parce qu'ils ont des idées dites subversives. Puis après tout, je suis dans l'establishment, je suis un économiste reconnu. Je ne suis pas un dangereux individu qui menace l'ordre social. Et ensuite, je n'ai jamais vu de certificat médical. Donc c'est-à-dire que déjà, si j'ai bien compris, la première procédure d'internement, il n'y avait pas de médecin. Eh bien, moi j'ai découvert, je vous dis, une fois que j'étais dedans, j'avais accès à rien, hein, et après on m'a tellement gavé qu'en effet, je suis passé 5 fois devant le juge des libertés. D'ailleurs, la partie accusatrice n'était pas, le président ne siégeait pas, donc effectivement, qu'est-ce qu'il aurait pu dire, hein, donc, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais sous cachet, j'étais sous Valium, j'arrivais plus à me laver, j'arrivais plus à parler, mes cordes vocales n'ont pas fonctionné pendant 7 mois. Donc le juge en concluait que je n'étais pas apte à sortir. La boucle était bouclée. Il m'avait tellement drogué que j'en étais devenu malade. Mais quand j'ai découvert le dossier médical, j'ai découvert la fameuse expertise qui avait conditionné l'HDT, et là j'étais scandalisé. Cette expertise, par exemple, disait que je prétendais avoir survécu au tsunami, ou que je prétendais avoir écrit un livre. Mais ce n'était pas des prétentions, c'était des faits. La vérité. Ce que mentionne mon avocat. Et bon, je vous épargne, il y a une liste au moins de 15 lignes comme ça, où soi-disant, voilà, M. Kakomo prétend avoir écrit un livre, symptômes typiques de bipolarité maniaque, folie des grandeurs. Voilà, alors du coup je me taisais, mais quand je me taisais, mutisme, symptômes typiques, voilà. Quoi que vous fassiez, vous êtes dans une case psychiatrique. Donc voilà, alors moi, pour moi c'est terrible, parce que maintenant j'ai cette étiquette qui me colle à la peau, je dois absolument laver, parce que si je lève le bras trop violemment, symptôme typique de réflexe maniaque, vous voyez ce que je veux dire? Alors que, entre nous, à 49 ans, on peut attraper un rhume, on peut, hélas, attraper un cancer. Est-ce qu'on attrape une maladie psychiatrique à 49 ans? Moi, depuis que j'ai 18 ans, je me prends en charge. J'ai travaillé toujours, je n'ai jamais violenté quelqu'un, je n'ai jamais porté la main, ni sur mes enfants, ni sur mes proches. Et d'un coup, on me diagnostiquerait à 49 ans des troubles mentaux. Ah oui, vous avez l'instabilité que la France entière vous envie, hein. Si tout le monde était instable. Mes états de service en témoignent. Alors vous voyez, par exemple, j'ai des collaborations internationales assez importantes, hein, comme le montre mon CV. Quand mes collègues du Canada, de l'Institut économique de Montréal, de l'Université de Baltimore, de l'Université de Bangkok, et je passe tous les instituts au Maroc, en Ukraine, ont découvert ça, vous voyez l'image que ça donne de l'université en France? Comment on peut, dans ce pays-là, la France, qui à un moment dit dans la rue on est Charlie, interner un économiste qui travaille quasiment avec le monde entier et dire il a des troubles mentaux? Mais les gens avec qui je travaille, jamais ils n'ont dit de moi que j'ai des troubles mentaux, jamais. Il suffit de lire mes ouvrages, c'est pas écrit par quelqu'un qui a des troubles mentaux, c'est écrit par quelqu'un qui a des visions, mais au sens visionnaire, mais pas au sens hallucinatoire. Oui, c'est sûr. Donc, si j'ai bien compris,
Quel miracle vous est arrivé donc le 4 Oui. avril 2014? Alors effectivement, Dites-moi, moi, il m'arrive comment des malheurs et des miracles qui corrigent les malheurs. C'est pas dans la demi-mesure. Ah ben, le miracle, c'est que j'ai les documents ici d'ailleurs, hein, les avocats les ont, pardon. Il m'avait tellement abattu avec les médicaments, parce que vous savez, les médicaments psychiatriques, c'est des psychotiques, c'est pas bénin. D'ailleurs, vous voyez, je suis quand même obligé, la conséquence de ça, c'est que je suis quand même obligé d'en prendre. Alors qu'on sait qu'à long terme, ça peut avoir des effets du style maladie d'Alzheimer et compagnie. Donc on me fait du mal en me soignant, soi-disant, en me soignant d'une maladie dont je doute en être atteint. Bref, je ne suis pas médecin. Mais par contre, à Thuir, c'est 4 ou 5 poignées par jour, et à 10 heures du soir, de médicaments psychiatriques, et là je les ai tous eus. Donc au bout de 12 mois, j'étais dans un tel état que le psychiatre de Perpignan a considéré qu'il fallait passer à une autre étape, à un traitement de choc, au sens propre. C'est-à-dire ils m'ont dit, il va falloir faire des électrochocs. Alors là, j'étais décomposé, j'ai dit, vous m'avez chimiquement drogué, et maintenant vous allez me griller les neurones. Alors les ils ont rigolé, ils s'en moquaient de moi, ils m'ont dit, rassurez-vous, c'est plus comme dans les années 50, on est très expérimenté. Ça se fait à Montpellier. Et là, j'ai entendu Montpellier, j'ai dit, si ça peut me sortir de Thuir, j'ai dit oui. C'est un miracle. Et le 4 avril, je suis transféré à la clinique de Montpellier, et c'était pas bénin, pour 12 séances de sismothérapie. Voilà le mot politiquement correct. C'est d'ailleurs la sismothérapie, c'est carrément, on vous met des électrodes, Eh ben, je vais vous électrocute le cerveau, carrément. On provoque artificiellement des crises d'épilepsie sous anesthésie générale. 12 fois. Et je les ai vus, les gens qui faisaient ça, enfin les gens qui subissaient ça, puisque j'étais dans cette clinique qui est spécialisée. Donc je voyais les patients qui subissaient ça, pendant une journée, c'est des zombies. Parce qu'on fait ça à jeun à 7 h du matin, et après ils sont au lit toute la journée. Bon, et 12 fois. Moi j'ai dit, je n'en sortirai jamais de ça. Mais malgré tout, j'étais allé pour ça, donc on m'a fait la cardiologie, ça, on m'a dit que vous avez un cœur de 20 ans, bon, voilà, c'est déjà ça, j'avais une santé physique irréprochable. Et puis, là je tombe sur mon sauveur, le psychiatre devait faire la sismothérapie, il vient me voir dans ma chambre, et il me regarde, et il me dit, monsieur Kakomo, vous n'avez pas besoin de la sismothérapie. Et il s'en va. Waouh, j'ai dit, je suis au bon endroit, avec la bonne personne. Et moi je lui ai dit, il me dit, mais pourquoi vous tremblez, pourquoi? J'ai dit, parce que je ne veux pas perdre mon travail. À Thuir, ils m'ont dit que je ne retravaillerai plus, que Perpignan ne veut plus de moi. Il me dit, mais qui vous a mis ça dans la tête? Et je dis, Thuir, ça fait 16 mois qu'ils me disent... Et en effet, moi j'avais épuisé mes arrêts maladie longue durée. Donc si j'ai resté 2 ou 3 mois de plus, j'étais en invalidité permanente. Ce qu'il voulait. Et ce docteur, il s'est engagé, il m'a dit, mais pas du tout, vous allez retravailler. Alors effectivement, il m'a enlevé les médicaments de Thuir, du coup j'ai eu une phase de manque, de contre-choc, voilà, un petit peu comme un drogue. En effet, c'est marqué dans le rapport, il m'a mis en pavillon de protection, parce que là je suis parti en live, hein. On m'a enlevé d'un coup tous les médicaments qu'on me donnait pendant 12 mois, j'ai eu des hallucinations, je délirais. Donc 10 jours en pavillon de protection, donc à nouveau en isolement. Mais bon, c'était pas du tout les mêmes conditions de traitement que Thuir, hein. C'était le pavillon 4 étoiles quand même, à Montpellier. Donc un traitement tout à fait de luxe. Mais une fois que cette phase-là est passée, j'ai eu des termes, j'étais en pavillon ouvert, je sortais à Montpellier, et le 18 juin, certificat de reprise du travail. En quelques semaines, ce psychiatre qui sauve l'honneur de sa profession m'a remis sur les rails. Il faut donner son nom. Hein, je sais pas, je lui demanderai. Voilà, alors l'occasion. Mais qu'il sache que pour moi, c'est quelqu'un de grand, d'important. Il se reconnaîtra. De toute façon, je vais le voir tous les mois d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand Perpignan a provoqué le réinternement, a tenté de me réinterner, et à m'y-tuire à nouveau sur mon chemin, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? Donc je l'ai appelé, je dis, mais c'est vous qui avez fait ça? Alors que je viens de te voir la semaine dernière. Il me dit, de quoi vous parlez? Ils sont en train de venir me remettre à Thuir. Donc il m'a aidé à stopper la procédure. Il m'a dit, non, vous vous inquiétez pas, on ne vous remettra pas à Thuir, c'est moi qui vous prends en charge. Je dis, merci. Je veux rester sous votre prise en charge. Vous, j'ai confiance en vous. Voilà ce qui s'est passé. Donc oui, c'est le miracle. Hein. On m'envoie pour faire un électrochoc. Quelque part, j'ai eu un électrochoc.
Dans les deux sens du terme. Hein, dans le sens pas figuré finalement, parce qu'il m'a dit une phrase. Vous allez retravailler. Et voilà, j'ai eu l'électrochoc. Je me suis auto-électrochoqué. Et c'est là où on voit le pouvoir de la reprogrammation mentale. Mais parce que là, c'est carrément... Je découvre maintenant qu'à Perpignan, sans doute, il pensait que je serais invalide à vie, puisqu'il s'attendait à ça, ou il l'avait peut-être anticipé, ou commandé même. Et malgré... Ben voilà, je suis là. Je suis revenu, j'ai repris mon travail, tout se passe bien. Du coup, ils ont fait croire, et ça a été publié dans Les Dépendants, qu'il y a un mois, j'aurais été à l'origine de je sais pas quoi, pour justifier un réinternement avec une procédure qui est autant illégale que l'a été la première. Donc là, il y a harcèlement. Donc là, visiblement, il y a acharnement. Donc ça alourdit, ça aggrave le cas. Donc vous avez pu faire la rentrée d'octobre, septembre, octobre. J'ai été réintégré. Donc le psy de Montpellier m'a conseillé de faire un mi-temps thérapeutique. J'ai dit oui. J'ai dit de toute façon, le psy de Montpellier, tout ce qu'il dit, j'ai dit oui. Il a dit, vous viendrez me voir une fois par mois. J'ai dit oui. J'ai fait mon mi-temps thérapeutique, donc j'ai repris à partir du 18 juin, ce qui m'a amené en septembre, j'ai fait mes cours, et en novembre, j'étais à temps plein. J'ai réintégré mon temps plein. Et voilà, maintenant je suis en fonction. Donc tous vos élèves vous soutiennent, sont contents de vos cours, la qualité des cours. Ça fait 25 ans que j'enseigne à Aix, à Toulouse, Montpellier, à l'étranger, à Perpignan. Donc mes anciens étudiants, beaucoup sont devenus des banquiers avec qui je travaille, beaucoup sont des chefs d'entreprise qui reviennent à la fac pour faire des cours. Même parmi mes collègues, j'ai des anciens étudiants qui ont fait un doctorat. Je vois pas, enfin j'ai des états de service dont je n'ai pas à avoir honte, hein, donc c'est pas pour me mettre en avant, mais c'est pour dire que je me suis donné dans cette université. J'ai une publication considérable et j'ai signé Jean-Louis Cacomo évidemment, mais j'ai signé Université de Perpignan. Quand au Canada on parle de tourisme international, ils pensent à Université de Perpignan, parce que j'ai fait un manuel de tourisme international qui est utilisé par les enseignants au Canada ou en Thaïlande. Alors si on veut plus de moi à Perpignan, j'irai ailleurs. Donc vous êtes un très bon ambassadeur de notre région, de la France. Je ne suis pas catalan, je vous dis, vous voyez, j'y ai fait un enfant. J'y ai créé un diplôme, j'ai monté l'IE. Donc pour moi, je crois aux petites universités. Pour moi, j'appelle ça des start-up universitaires. Peut-être qu'à Aix, sans doute à Aix, je n'aurais pas pu faire tout ça. C'est trop gros, l'université d'Aix, c'est trop difficile à bouger. Donc le président de l'époque qui m'a accueilli, Horner, puis ensuite Ferral, qui est venu avec moi en Thaïlande, m'ont donné plein de possibilités et j'étais très content. Donc j'ai pas compris, donc c'est pour ça que je veux savoir qu'est-ce qu'on me reproche. Je veux la vérité, les réparations et la justice. Et en plus d'actualité là, récemment, donc depuis, ça s'est passé le 9 janvier 2015. La directrice de l'Institut d'administration des entreprises qui s'appelle Christine Pagnon a fomenté une nouvelle internement abusif, voilà, si j'ai bien compris. C'est ce dont je vous parle. Voilà. Je vous dis, je sortais de chez moi pour faire cours le vendredi matin à 8h et les infirmiers m'attendaient. J'ai dû appeler mon attaché presse pour dire il me faut un témoin. Vous voyez, je ne suis pas parano, il me faut quelqu'un. Là, je ne voulais plus rester seul. J'ai appelé mon avocat, j'ai appelé mon médecin de Montpellier. J'ai annulé le cours, du coup, ils m'ont saboté un cours. Je suis allé à l'hôpital de jour, voilà, leur dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils m'ont dit, je ne dépends plus de Montpellier, pourquoi vous voulez me hospitaliser? C'est pas nous, ça vient de l'IAE. Alors je suis allé à la DRH, demander des explications, qui elle-même a passé la patate chaude en disant que c'est l'IAE, et la directrice de l'IAE a dit, c'est les collègues qui disent, vous avez un comportement bizarre. Donc je suis allé voir les collègues, qui eux-mêmes disent, on n'a jamais dit ça. Voilà, c'est tout. Et donc les collègues en question, ils ont fait un courrier à la DRH en disant « Monsieur Cacomo n'a jamais eu de comportement bizarre ces temps-ci, ni même avant l'hospitalisation. Il n'en a jamais. » Donc vous n'avez aucun antécédent, ça se passe bien au niveau des élèves, au niveau du corps enseignant. J'avoue que quand il y a eu ce fameux crime qui a été commis par l'étudiant chinois qui est arrivé avec un couteau qui a tué une de nos secrétaires sur le campus, en effet, c'est terrible, toute la communauté universitaire a été choquée, et moi aussi, évidemment. Et cet étudiant chinois, il n'a pas été jugé, puisqu'il a été diagnostiqué schizophrène, donc irresponsable de ses actes. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans ? Qu'est-ce que j'allais avoir là-dedans? Pourquoi alors, ce prétexte que la communauté littéraire est choquée, pour plus que ça se reproduise, on décide de m'hospitaliser? J'ai fait des crimes, moi?
Vous êtes carrément le bouc émissaire. C'est l'alibi, c'est un alibi rêvé. C'est tout, il n'y a pas de lien. Je veux dire, moi je ne suis pas ce qu'ils ont fait. J'ai fait une dépression, ça je le nie pas. Qui n'en a pas fait dans sa vie? J'ai fait une dépression parce que j'ai subi des gros coups durs et le psy de Montpellier a reconnu que pour moins que ça, d'autres se seraient flingués. Moi je n'ai fait qu'une dépression. Donc je ne suis pas un criminel pour autant. La dépression sera bientôt considérée comme une maladie professionnelle. Mais je m'en suis relevé et je suis retourné au travail. Et on m'a remis à Tuire. Et j'en suis sorti. Et on veut me remettre. Et on va me persécuter combien de temps comme ça? Donc je suis obligé d'aller en justice en disant c'est de l'acharnement psychiatrique. On veut me coller une maladie. Ensuite on la fabrique cette maladie en me gavant de médicaments. Et effectivement, je finis par l'avoir, la maladie en question. Je vous assure, je n'ai pas dormi pendant 9 mois. Quand je fermais les yeux, je voyais des images, j'entendais des sons. Je ne savais pas si c'était des sons extérieurs ou dans ma tête. Vous êtes prisonnier de tout ça, vous voulez vous flinguer. Il y a eu 2 suicides pendant mon internement à Tuire. Une tentative d'évasion. C'est traumatisant d'assister à ça. C'est carrément... Et les gens qui crient la nuit, qui tapent sur les murs, qui font pipi ou caca sur la porte parce qu'ils n'ont pas eu la cigarette. Moi, à un moment, j'étais dans une chambre collective avec 4 patients. J'avais peur. Qu'est-ce qu'ils allaient me faire? C'est carrément... on retrouve un petit peu ceux qui connaissent... Vol au-dessus d'un nid de coucou de Jack Nicholson, on a carrément... Oui, mais c'est chez nous et c'est maintenant. C'est d'actualité. C'est à côté des camps de vacances, des campings, de la mer et de mes collègues au campus qui font des colloques, qui vont en cours, et moi je suis à côté, là-dedans. Il faut dénoncer ça, je pense. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Et à travers mon combat, qui est dur en effet, je veux dire aussi que j'ai découvert, et là on découvre quand ça nous arrive, que c'est un phénomène de société en fait. Ça n'est pas arrivé qu'à moi. Et pas que à Perpignan, il y a des internements abusifs à Lyon, à Pau, dans toute la France. Ça a une ampleur statistique. C'est un problème de société. Alors si mon témoignage peut encourager d'autres victimes à parler en disant moi aussi j'ai eu ça, il faut le dénoncer. Parce que pourquoi on fait des choses pareilles? Déjà, pourquoi on le fait à un individu? Mais pourquoi c'est un phénomène de masse? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est un système... moi, regardez, j'ai déjà l'analyse économique. Là, c'est l'économiste qui vous parle. Les fameux médicaments qu'on me donne. Et là, ils partent du principe, dès le premier jour, on ne vous a même pas diagnostiqué. La première chose, on vous donne des médicaments en vous disant, comme vous avez une maladie psychiatrique, c'est pour la vie. Donc le médicament, c'est pour la vie. Vous savez combien coûte une boîte? C'est 400 € la boîte. Et elle dure une semaine. Et moi, c'était plusieurs boîtes par semaine. Mais vous voyez la rente pour les industries pharmaceutiques? Normalement, un médicament, vous êtes malade, même pour faire des économies à la Sécu, on ne vous vend plus la boîte, mais on vous vend à l'unité, si je puis dire. Vous voyez, et quand vous êtes plus malade, vous arrêtez les médicaments, parce que prendre trop de médicaments, ça soigne, si vous en prenez provisoirement. Mais si vous en prenez trop, ça vous rend malade, les médicaments. Même les antidépresseurs, on pense que ça peut entraîner des dépressions. Ou vous rendre... Il faut faire attention avec ce genre de médicaments. Non, là, on vous dit c'est pour la vie. Alors, et c'est une rente de situation, et moi qui suis un économiste qui suis contre les monopoles ou les rentes ou les privilèges, non seulement c'est inhumain, puisqu'on utilise les patients comme des cobayes, mais on fait de l'argent sur eux. On fait de l'argent sur des victimes innocentes, qu'on détruit, et qui sont enfermées, et qui n'ont pas la capacité d'analyser ce qui se passe sur eux. Enfin, c'est une industrie et un système qui cautionne cette industrie. Je ne suis pas contre l'industrie, je suis un économiste, mais l'industrie doit être en concurrence. Le client, il n'est pas content. Mais là, le client, il n'a pas le choix. On dit, tu dois prendre ce médicament, si tu ne le prends pas, on te met la camisole. Et qu'est-ce que vous faites? On soigne les gens comme ça? Non, on fait faire des profits à l'industrie pharmaceutique. Et le psychiatre qui est consciencieux ne devrait pas cautionner ça. Mais comme dans toutes les professions, il y a des psychiatres moins regardants qui se disent... Moi, j'étais très étonné. Je vous dis, le psychiatre de Montpellier, pour moi, c'est un homme fantastique. Il m'écoute, il m'appelle monsieur le professeur. On parle 1 heure. À Tuire, ça dure 1 minute. Si je parle, je suis maniaque. Si je parle pas, je suis dans le mutisme. Et puis après, il prescrit un médicament. J'ai pas l'impression que ça sert à quelque chose. C'est un prescripteur.
C'est-à-dire que les hôpitaux, comme on constate sur Turc, qui se sont récemment agrandis, ils font ça, ils font du patient, du malade à échelon industriel. On a l'impression que c'est inhumain. Et regardez, on arrive à une industrie Big Pharma, quoi. Si je tombais dans l'invalidité psychiatrique, moi qui me suis battu pour avoir mon doctorat, j'ai jamais demandé une bourse, j'ai dû travailler. Je me suis battu, j'avais pas de parents à l'université, donc je me suis battu pour avoir un poste, sans piston, sans corruption, simplement sur mon travail, le mérite, ce qui est une valeur en France qui fonctionne pas beaucoup. Mais vous savez que et on me le reproche encore. Oui. On va lever ces bourses du mérite. Si j'étais en invalidité psychiatrique, c'est un symbole pour moi, mais regardez, vous perdez le droit de vote. Vous n'êtes même plus un citoyen. Un sous-homme. Hein. Pour un économiste, c'est terrible. Et pour n'importe qui d'entre nous, c'est terrible. Mais ça veut dire que voilà, je perds la garde de mes enfants, puisque je suis considéré comme quelqu'un mentalement qui a des troubles. Donc, pas question de mettre des enfants. Je perds mon salaire, donc je suis à la charge de la société, à 500 € par mois. Vous vous rendez compte, moi, l'enjeu, s'il m'avait remis à l'hôpital, c'est ça que je risque. Je ne peux pas accepter. Moi, je me suis battu pour avoir cette situation, et je ne me suis pas battu en marchant sur des gens. J'ai pas pris la place de quelqu'un, j'ai gagné ma place. Et on veut me l'enlever. Je me battrai donc à mort. Parce que moi, c'est ma vie qu'on joue. Mais dans l'hôpital de Thuir, on est moins que rien. En prison, on est mieux traité. À la clinique à Montpellier, au self, vous arrivez au bout, on vous dit bon appétit, monsieur Kakomo. Les agents, je ne vais pas dire les femmes de ménage, ça serait péjoratif, mais les agents d'entretien, ça va, monsieur Kakomo? Tout le monde est fantastique, tout le monde est à votre écoute. Et quand j'y retourne, d'ailleurs, je vais voir la chambre, je vois cette chambre, et elle me dit, mais monsieur Kakomo, partez, vous n'allez rien faire dans cette chambre, votre vie, elle est à l'extérieur. À Thuir, on me disait le contraire. Elle m'a dit, votre vie, elle est là. On vous programme pour penser comme ça. Et là où je leur en veux, c'est que j'ai failli penser comme ça. À force de reprogrammer le logiciel, j'ai failli bugger. J'ai failli l'intégrer, ce logiciel. Et là, je leur en veux beaucoup. Parce qu'ils ont du pouvoir. Ils vous, chimiquement, malgré tout, même si j'ai une capacité de réflexion, à force d'avoir des médicaments, ça se ralentit dans votre tête. Et puis le monsieur en blouse blanche, du haut de sa psychiatrie officielle, il vous dit, vous ne retravaillerez plus, vous n'êtes plus en état. Ben, comment aller contre son avis? Et puis tous les autres qui vous disent, comment médicaments, qui vous lavent. Le soir de Noël, par exemple, j'arrivais plus à me laver tellement j'étais... On m'a rasé, on m'a coupé les cheveux, on m'a lavé, ils ont mis les gants, ils m'ont lavé tout. Et puis on est allé boire le champomis à 20h et à 20h10 au lit. Vous vous rendez compte? Déshumanisé. Moi, enfin, pour n'importe quel être humain, déshumanisé. Là, j'ai fait le nouvel an à Barcelone avec les copains. Waouh! C'était mon premier nouvel an depuis quelques années. Ah, vous a infantilisé, déshumanisé, on est dégradé, c'est humiliant. J'étais devenu incontinent, oui, à cause des médicaments, vous n'avez plus de réflexe, vous n'avez pas le goût des aliments, donc on me donnait à manger. Et puis d'un coup, je me rendais compte que dans mon lit, c'était mouillé. Et alors on le cache, on cache. Ou le voisin à côté, c'est pire. Il chie dans le lit. Même à l'état animal, on ne fait pas pire, quoi. On est dégradé. Alors c'est terrible parce que je vous dis, comme je suis dans la procédure d'HDT, il fallait que je passe devant ce fameux juge de liberté. Mais de mois en mois, mon état se dégradait. Donc de mois en mois, il disait refusez, lever de la contrainte, refusez. Et à la 5e fois, j'avais plus d'espoir. J'ai dit je vais en finir. À la 5e fois, je dis je n'en sortirai plus. C'est mort. Donc comme il n'est pas question que je passe toute ma vie à tuer, je vais en finir. C'est criminel, c'est carrément criminel. Oui, c'est pour ça. Pour moi, c'est un crime contre l'humanité, dans l'indifférence générale, et en croyant que quand je vois des articles dans l'Indépendant où j'ai vu 2 ou 3 fois qu'ils avaient décoré Thuir comme un établissement remarquable, ils s'auto-congratulent, ben, qu'ils viennent voir, ou qu'ils viennent y passer 3 semaines. On en reparle. C'est facile de s'auto-congratuler. Moi, ils m'ont obligé à faire une pièce de théâtre avec les patients. Et il y avait les élus qui étaient venus nous voir. J'étais sur scène. Quelle horreur. Je ne veux plus revivre un truc pareil. Et surtout, vous allez devenir un symbole parce que vous allez vous...
ces témoignages, enfin, je vous connais que depuis quelques jours, c'est poignant. Mais moi j'ai ça dans la tête constamment. Vous voyez, on ne peut pas l'inventer ça. Ah non, non, mais je peux en dire. Et là, c'est long, hein, tous ces mois. Vous savez, par exemple, hein, regardez la montre que j'ai. Moi, je n'avais plus la notion du temps. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était fumer des cigarettes. Mais moi, j'avais pas de cigarettes. Alors après, on court après les mégots. Ou alors, on rentre dans l'économie de troc. Et à un moment, je vois un gars qui avait 2 paquets de cigarettes. Et ce gars regardait ma montre. C'était pas celle-là. C'était une montre qu'on m'avait offerte à Paris, aux Galeries Lafayette, une super montre. Mais du coup, moi, le temps, je m'en foutais. Et là, c'est l'économiste qui vous dit, ça n'avait plus de valeur pour moi, le temps. Je ne savais même pas si on était en mars, ou en juin, ou en 2011, ou en 2013. Je ne savais plus. Donc, pour moi, ce qui était urgent, c'est d'avoir une cigarette. Ça avait de la valeur. Donc le gars, il a regardé, sans parler, hein, comme en prison, il a regardé ma montre. J'ai compris. J'ai fait ça, il m'a donné son paquet. Et à ce moment-là, j'avais fait un bon deal. Ça, c'est un bon troc. Maintenant que je suis à l'extérieur, le paquet de cigarettes, je peux aller au bureau tabac pour 7 €. Qu'est-ce qu'elle me manque, cette montre? Mais à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais en sortir de celui-là. Donc, le temps n'avait plus... C'était un jour sans fin. C'est le même jour qui se reproduit. Le temps n'existe... Il n'y a pas d'agenda, j'ai pas de cours, j'ai pas de rendez-vous, pas de visite. Il n'y a pas de temps. On est mort. Mais... Donc, vous n'étiez pas fumeur avant. Ah non. Ils ont créé le vice, en fait. Ils ont créé un vice. Ben, si vous voulez, je le suis resté parce que je sais que je peux arrêter. Pour moi, c'était pas un vice. Quelque part, c'est un petit peu un médicament. Ça a été un moment de socialisation. C'est le seul moment où j'allais avec un groupe de patients, je demandais du feu, puis on fumait ensemble. Peut-être des fois sans rien dire, parce qu'il y en a qui étaient comme ça. Mais reste une présence. C'était le seul bon moment. Fumer une cigarette avec quelqu'un. On fabrique le besoin, on fabrique le vice, on vous reconstruit autrement. C'est carrément du contrôle mental. Ah ben, moi j'ai découvert un concept que je croyais réservé à l'Union soviétique de Staline. Effrayant. Hein, ils ont même des affiches dans les hôpitaux de jour. Hein, le concept de santé mentale. Et là, alors là, pour le coup, en tant qu'intellectuel, chercheur, ça m'a effrayé parce que, vous voyez, quand je contredisais un peu le psychiatre, bon, inutile de vous dire qu'ils ne sont pas du même bord politique que moi. Hein. Donc, quand je les contredisais, parce que j'avais quand même des facultés de réponse, et que je finissais par avoir le dernier mot, ils me prescrivaient du Valium. Ils me disaient, oh, voilà, vous avez un problème de santé mentale. Je leur disais, je ne veux pas des médicaments, je veux des arguments. Alors là, attention, là j'étais allé trop loin. Là, j'étais à la limite de la de l'offense, donc je me calmais parce que je risque de passer plus de temps que prévu. Et là, j'ai découvert que dans leur esprit, ils étaient fondamentalement dans le camp du bien. Ils étaient là pour me soigner. Et moi, je leur disais, mais vous allez me soigner d'une maladie que vous m'avez inoculée. Ne me soignez pas, limitez les dégâts. Mais aucune écoute des patients. C'est-à-dire que dans leur esprit, aucune écoute des patients, comme ils sont dans le camp du bien, hein, que ce soit les animateurs, les psychologues, à tuer je parle, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes dans le camp du mal. Donc ils vont vous remettre ils vont vous reprogrammer la pensée. Voilà, ils avaient un problème de santé mentale. Oui, c'était les camps de redressement psychiatrique en URSS. Hein. On considérait que les gens trop individualistes, hein, qui ne marchaient pas selon les ordres du plan, ils étaient donc asociales. Alors on allait les resocialiser dans des camps de réinsertion ou des camps de travail. Je pensais que ça c'était les archives, l'histoire. Des pages sombres de l'histoire. C'est ici, chez nous. Remboursé par la Sécu. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un phénomène de société qui est grave. Surtout où on est fier de défiler en disant je suis Charlie, la liberté d'expression, mais avant d'avoir la liberté d'expression, encore faut-il avoir la liberté tout court. Parce que moi je sais qu'il y a des gens, il y a plein de gens qui me soutiennent sur le campus, mais officiellement ils ne vont pas le dire tout ça parce qu'ils ont peur pour leur carrière ou leur poste. Ils sont dans la terreur. On parle du terrorisme, mais il y a du terrorisme intellectuel. Et quelque part, le terrorisme tout court est le résultat du terrorisme intellectuel. La preuve, on m'interne si c'est pas du terrorisme, ça. C'est violent quand même. On m'a privé de mes... Moi, la dernière fois que j'avais vu mon enfant, il avait 11 ans, je le revois, il en a 13 ou 14. C'est pas du terrorisme, ça. C'est une prise d'otage. C'est ce que font les terroristes. Donc, il faut faire attention. Quand on commence par le terrorisme intellectuel, un jour il devient physique. Hein. Je veux dire, on sème les graines de la violence. Hein. C'est une violence symbolique, mais elle devient physique. Moi, je considère qu'interner quelqu'un dans un hôpital psychiatrique, c'est une violence physique, mentale, qui pousse au suicide. Et des mesures de contrôle qui
qu'on peut controverser. Ah ben, Tout est à remettre en question. Quand j'ai lu le texte de la Cour européenne des droits de l'homme, il est stipulé aussi, c'était le troisième point, que normalement, il devait y avoir les visites du préfet, ou d'un agent de l'État, en tout cas assermenté, dans les hôpitaux pour bien vérifier que le patient en question, il est légitimement ici. Je n'ai jamais vu aucune visite de ce genre de personnage. Hein. Donc personne ne pouvait me sortir. Et après coup, mais ça je m'en suis aperçu quand je suis sorti, les gens de ma famille, ou vraiment les amis qui se sont inquiétés, mais qui téléphonaient, etc., ont été refoulés. Leurs appels ont été refoulés en disant « mais Jean-Louis va pas bien », ce qui était vrai. Effectivement, il ne peut pas parler. Mais du coup, moi, je ne savais pas qu'on prenait des nouvelles de moi. Et ces gens ont fini par ne plus insister. Parce que là, tout est cloisonné, puisque en prison, par exemple, on a des heures de visite, des jours de visite, on a quand même des possibilités de se reconnecter avec l'univers extérieur. Et effectivement, il y a une sorte de, je l'appelle ça le parloir, il y avait une salle de visite, c'est vrai. Mais moi, je vous dis, c'est vrai, là, vous me voyez, a priori, ça va. Mais j'étais vraiment très mal. Quand vous êtes en pyjama bleu, pas rasé, la peau livide, enfin, c'est pas un Club Med, hein, c'est pas le spa. Même, je n'osais pas me laver parfois parce que les douches, enfin, vous voyez, pour éviter les suicides, il n'y a pas de cordon de douche. Donc, c'est à même le plafond au milieu des toilettes. Enfin, donc, moi, j'ouvrais l'eau, puis je faisais ça et je me lavais comme ça. Enfin, même si on pouvait me visiter, je voulais plus recevoir de visite. J'étais dans un état trop, je voulais pas qu'on me voie comme ça. Surtout pas mes enfants. Surtout pas. Je comprends, c'est... Mais je voulais les voir, c'est sûr. Je comprends. Donc, vous comprenez, là, quand ils ont cherché à me réinterner, là, j'ai dit à mes fils, cette fois-ci, vous êtes majeurs. J'ai dit à Robin, tu te rappelles, je t'ai sauvé la vie en Thaïlande quand tu avais 10 ans. Maintenant, tu vas sauver ton père, tu as 18 ans. Si je suis là-bas, je n'y reste même pas une heure. Tu as le pouvoir juridique de téléphoner en tant que fils. Donc là, tu es un proche. Et de dire, vous sortez mon père de là. Pourquoi vous l'avez enlevé d'ailleurs? Pourquoi vous l'avez mis là? Et pourquoi vous l'avez mis la première fois, tiens? Parce que ça a été un tort. En voulant procéder à un réinternement, ça justifie le doute que j'ai eu sur la première décision d'internement. Puisque la deuxième procédure est tout autant illégale. Ah oui, tout est... Elle est à charge. À la base déjà. Déjà à la base, c'est... Et voilà, et alors moi, vous voyez, malgré tout, il m'a fallu 4 heures pour stopper la procédure, alors que je devais être en cours. Ça veut dire qu'ils l'ont déclenché la veille quand même, pas dans la nuit. Donc moi, la veille, j'étais sur le campus, je faisais cours, donc dans mon dos. Mais quand j'ai fini de stopper la procédure, j'ai pris ma voiture et je suis allé à Cannes. Je ne pouvais plus rester à Perpignan, j'étais terrorisé. Quand je parle de terreur, j'étais terrorisé. Et je ne voulais plus rentrer. Là, j'étais sur la Croisette, chez ma nièce, au resto, je suis allé voir un film au cinéma. Et je dis, putain, et là, je dis lundi, il faut que je rentre à Perpignan. J'en avais le ventre noué. Et après, je me suis dit, mais Jean-Louis, tu vas vivre comme ça, le ventre noué, tout le temps. Et il n'y a pas de raison que je parte de Perpignan. J'ai rien fait de mal. Je ne suis pas un fugitif. Parce qu'ils m'ont quand même dit, certes, vous n'avez pas matière à être hospitalisé, mais on peut le redéclencher. Ah non, vous ne le ferez plus. Vous ne le redéclencherez plus jamais. Et vous allez payer pour le précédent déclenchement. Mais voilà, je suis revenu à Perpignan, j'ai dormi chez mon attaché de presse et il fallait que je sois toujours accompagné de quelqu'un. Comme je vis seul, oui, la première fois, comme je vivais seul, personne n'a pu s'opposer à ça. Et moi, j'ai été pris par surprise. Donc là, je me suis dit, je ne pouvais plus rester seul. Donc je dormais chez mon attaché de presse, ou je demandais à un copain de dormir à la maison. Oui, j'avais peur, Ok, le témoignage, c'est poignant. Hein. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui veulent continuer toujours, là. Ce fameux président de l'université de Perpignan, Fabrice Laurent, parce qu'il faut donner son nom. Oui, Fabrice Laurent, il habite à Perpignan. Ça fait combien d'années qu'il est président de Je ne sais pas pourquoi il m'en veut, mais c'est un fait. Hein. Maintenant, c'est transmis à qui de droit. Il a déclenché le premier internement. Ensuite, Christine Pagnon a déclenché le second. Ils sont deux maintenant. Réinternement. Mais c'est Laurent qui a installé Pagnon à la direction de l'IAE. Une complicité, alors il y a des complicités. Moi je les vois sur le campus. Hein, dès qu'il y a un article qui sort dans la presse, je vois Pagnon qui annule ses cours pour aller monter dans le bureau du président. Convocation au QG. Bon,
Il va falloir qu'ils rendent ses comptes, ces gens-là, parce que là... S'ils veulent s'amuser à ce jeu-là, moi je vais à la fac faire mes cours, j'ai rien à me reprocher, je n'ai diffamé personne, qu'ils mettent la gorge justice, moi c'est pas de la diffamation, je relate des faits, et je vous dis, ça me remue le cœur. Hein. Mais je relaterai, ça me remuera, mais je l'évacuerai. Mais je n'insulte personne, je relate des faits. Qu'il y ait ensuite des gens qui fassent des commentaires, tout ça, c'est la liberté d'expression. Mais c'est pas moi. Moi, je n'ai jamais insulté personne. Pourtant, j'ai matière. J'aurai matière. Parce que quand je suis monté au bureau de la DRH pour stopper la procédure, vous savez ce qu'elle m'a dit quand même? Alors que c'est une femme que j'avais jamais vue. Moi, ça fait 15 ans que je suis sur le campus, que je travaille, que j'ai failli perdre ma vie pour cette université en Thaïlande à cause du tsunami. Je travaillais pour l'université de Perpignan. Au Maroc, j'ai échappé à un attentat. Enfin, j'ai mis en danger ma vie privée parce que j'ai eu un divorce, du coup. Cette femme, elle me dit, oui, il paraît que vous ne dormez pas la nuit, que vous buvez de l'alcool. Voilà pourquoi on a déclenché ça. Donc en fait, j'ai dit, attendez, je me occupe moi, si vous dormez la nuit, madame. La vie privée quand même. Et peut-être que je dors l'après-midi, et la nuit j'écris, vous ne connaissez pas ma vie. Moi j'ai écrit ma thèse la nuit, j'ai écrit mes 15 bouquins la nuit, mais je fais des siestes de 4 heures l'après-midi. C'est une maladie psychiatrique de ne pas dormir la nuit. Et en plus, je dors la nuit. Et vous m'espionnez. Ah oui, c'est que par l'espionnage. Et donc les gens qui ne dorment pas la nuit, oulala, danger pour l'ordre public, il faut les interner. Mais il va falloir construire beaucoup d'hôpitaux psychiatriques. Hein. Parce que les gens qui travaillent dans les boîtes de nuit, les gens qui... Moi j'ai fait les 3-8 quand j'étais jeune à l'usine, on travaillait la nuit. Mais c'est quoi ce délire? Mais je suis tombé, mais le choc. J'étais obligé à 50 ans de rendre des comptes à une dame plus jeune que moi, qui est à la DRH, moi qui suis un chercheur international, de rendre des comptes. Est-ce que vous dormez la nuit? Non, j'ai fait l'amour toute la nuit à ma maîtresse. Voilà. Vous êtes contente? C'est un crime? Je dois rendre des comptes sur ma vie privée. Parce que maintenant j'ai l'étiquette psychiatrique. Ben là, pour vous connaître depuis peu, je suis prêt à témoigner. J'espère que maximum de personnes qui vous connaissent, qui vous ont connu, qui vous connaissent et qui vous connaîtront, vont témoigner auprès de vous et vous soutenir. Hein. D'ailleurs, on parle de comité de soutien au niveau Facebook. Moi, j'ai beaucoup de contacts sur Paris. Là, vous avez l'aide de pas mal de personnes, des soutiens. Ben là, il y a une pétition qui a été lancée par le site Oise et qui a recueilli de jour en jour, il y a le nombre de signatures triple. Et il y a quasiment 25 pays maintenant qui sont représentés. Ça va prendre une dimension internationale. Alors si l'indépendant veut continuer à relayer la voix de son maître, qu'il le fasse. Hein, ils vont se discréditer hein, parce que les médias mondiaux et nationaux vont s'en occuper et avec une rigueur, une éthique irréprochable. Donc je voulais vous faire une petite aparté par rapport... je vous donne un exemple parce que là, avec nos recherches, on a regardé un petit peu des cas qui ne sont pas à votre hauteur parce que c'est 520 jours quand même, 18 mois, c'est énorme. Vous avez le docteur Martial Corlouet qui est sur Bordeaux, c'est un dentiste qui a été interné illégalement pour 48 jours, pendant 48 jours. Il a obtenu quand même des dommages et intérêts de l'ordre de 140 000 euros. Qu'est-ce qui va arriver là? Parce que 520 jours, combien va devoir payer l'État, c'est-à-dire le contribuable, et l'université de Perpignan, et l'hôpital de Thuir? Alors c'est un cas spécifique. Alors, comment ça va se passer? Pour vous répondre. C'est inestimable ce que vous avez passé. Il y a quelque chose qui est inestimable. Il n'y a pas de valeur déjà. Donc je ne fais pas ça pour l'argent. Maintenant... Par principe. Oui, je ne peux pas laisser passer ça. Moi, dans tous mes écrits, on peut le voir. J'ai l'amour de la justice. Vous voyez, on dit que je suis un économiste libéral, donc je serai contre l'État, le service public. Alors pourquoi vous êtes fonctionnaire? Mais c'est pas du tout ça. Alors on m'a mal lu. En effet, je suis un économiste, fonctionnaire. Mais les économistes, ça date depuis Adam Smith, disent que la fonction publique est importante, mais à condition qu'elle ne soit pas corrompue et transparente. Parce qu'on utilise l'argent des citoyens, l'argent public. Donc si la fonction publique, notamment les universités ou je ne sais quoi, sont aux mains de gens peu scrupuleux, il ne faut pas s'étonner que l'économie déraille. Parce que l'exemple, il n'est pas bien donné, et puis l'argent public, il est dévoyé. Au lieu d'utiliser pour fournir un service public, il va se mettre, un tel va se mettre dans les poches, va faire une maison, bref, on voit les affaires hein, qui fleurissent. Hein, bon. Donc moi, je suis quand même le mieux placé en tant qu'économiste, et du coup, en étant à l'intérieur de la maison, quand je vois des utilisations, on va dire, mal orientées, ou détournées de l'argent public, enfin voilà, c'est pas fait pour ce que ça aurait dû être fait. Ça me révolte. Je dis, mais attendez, là on dupe le contribuable. Du coup, comme ça n'a pas été utilisé,
on augmente les impôts pour en avoir encore un peu plus pour assumer les missions pour lesquelles ça aurait dû être fait. Alors là on écrabouille l'économie. Donc moi, je ne peux pas accepter en effet que ce soit dans mon université ou comme ça s'était produit à Toulon, je l'avais dénoncé, mais il y a eu des pratiques aussi à Perpignan, qu'on utilise et du coup on salisse l'image de l'université pour ensuite des méthodes de voyous. Je ne peux pas le tolérer. Parce que moi, quand j'enseigne à l'étranger et tout, les gens ils rigolent. Ah, l'université de Perpignan. Et moi, je travaille pour cette université. C'est comme imaginer un joueur dans un club de foot, le PSG, ça ne sait rien. Il se bat, il marque des buts pour son club, mais le président du club et tout, il magouille. À un moment, il en a marre, il va changer de club. Voilà, il va demander des explications. Il dit, moi, je veux continuer à jouer pour cette équipe, mais le président, il faut le... Donc, pour revenir à votre question, en tant que fonctionnaire, je n'ai pas eu de perte de salaire, contrairement à ce docteur. Donc en effet, je ne peux pas revendiquer la même somme, bien que la longueur est beaucoup plus importante. Par contre, j'ai des tas de catastrophes, des tas de dommages que j'ai eu sur ma santé, un manque à gagner parce que je n'ai pas pu lancer mon livre avec mon éditeur, donc un manque à gagner pour l'éditeur qui aurait pu se retourner contre moi, donc un manque à gagner pour le lancement de mon livre. Et alors, vous donnez son nom. Jean Robin, oui. Jean Robin, c'est les éditions de Tatami. Voilà, un manque à gagner parce que je n'ai pas pu récupérer toutes mes fonctions que j'avais avant l'internement. Donc, du coup, toutes les primes qui vont avec. Je n'ai pas pu récupérer pour l'instant toutes les missions internationales que je faisais, au Maroc, en Thaïlande, ailleurs. Tout ça, c'est des paiements en plus. Je n'ai pas pu récupérer toutes les heures complémentaires qui, quand vous enseignez au-delà de votre service, c'est payé en heures supplémentaires. Ça, on ne me les a pas données. Puisque j'ai même eu du mal à récupérer mon service que je dois faire en tant que fonctionnaire. Sans parler des missions que je faisais pour les Nations Unies, l'Organisation mondiale du tourisme, parce que là, il faut que je lave. Enfin là, ils ont vu psychiatrie, ils m'ont dit, bon, c'est quoi ce problème? On vous a carrément levé une chaire, c'est ce qu'on dit, une chaire. Ben moi, voilà, je suis obligé de réparer le dommage qu'on a fait sur mon image. Parce que c'est ça. Les gens disent, oui, c'est pour ça que je suis obligé de médiatiser. S'il est allé en... C'est pas possible. Tout le monde me dit la même chose, même l'avocat. On ne peut pas interner des gens comme ça. S'il est allé dans un hôpital psychiatrique, il a une raison. Il doit avoir un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, et à chaque fois, il faut que je m'explique. Mais je vais vous donner un autre exemple. J'ai dû emprunter de l'argent à la banque. Le banquier, c'est un ancien étudiant à moi. J'ai déjà construit ma maison à Alenia. Brasser de l'argent, c'est quasiment mon métier. J'ai formé des traders. Le banquier, il n'y a pas de souci. Puis un jour, il me téléphone. Il dit, savez-vous, ce maître, Paris a bloqué. Ah bon, l'assurance ne peut pas vous couvrir, vous avez eu des problèmes psychiatriques. Et c'est toutes mes démarches administratives, c'est comme ça maintenant. Tout. Voilà. Et bon, j'ai perdu des dents, j'ai dû faire un bilan dentaire, j'ai perdu les ongles des pieds, j'ai dû aller à un podologue, je dois encore laver mon corps de tout ce traitement chimique, parce que c'est le cauchemar. Parce que là, ils vous ont carrément détruit au niveau de votre environnement social, familial. Ah ben mon fils par exemple. Physique. Mon fils devait passer le bac d'économie. Cette année, je l'aurais eu comme étudiant à Liège. Bon, là, je me demande si je vais l'inscrire. Mais il n'osait plus aller au lycée. Il avait un papa fou à tuer. Alors moi, la psychiatrie me tombe dessus à 49 ans, mais lui à 17 ans. Parce que du coup, il est suivi par un psychiatre maintenant. Il a loupé le bac. Alors, quand je suis sorti de la clinique, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai demandé rendez-vous avec le proviseur du lycée. Parce que Tom a toujours été brillant. Mais pendant 2-3 ans, j'ai pas pu le suivre. Ah oui, il a été démonté. J'ai une relation très forte avec mes fils. Donc, je vais voir leur proviseur, je dis, je me présente, je suis le papa de Kakomo. Ah, le proviseur, il ironise. Ah, Kakomo, celui-là, il part dans tous les sens. Je dis, mais il faut qu'on parle. Il dit, j'ai 5 minutes. On est resté 1 heure. Il ne savait plus quoi dire. Il dit, j'avais pas tous ces éléments. Je dis, oui, j'ai pas le créer sous les toits. Il dit, je comprends mieux. Alors, je dis, vous voyez, c'est pas pour excuser Tom, mais vous voyez le problème. Maintenant, je suis là, vous voyez, dans votre bureau, on fait les devoirs ensemble, il aura son bac. Il est bien. Tout le monde sait qu'il est bien. Je ne comprenais pas pourquoi il se comportait comme ça. Et voilà, il a loupé une année, et tout le regard de ses... Donc pour mes enfants, je suis obligé de dire au grand jour, mes enfants, vous n'avez pas à avoir honte de votre père. Il n'est pas timbré. Oui. Vous allez être fiers de porter ce nom. Et vous aussi, vous n'êtes pas timbré. Parce que eux, ils avaient peur du facteur héréditaire. Ah mais c'est carrément, ils vous culpabilisent tout votre environnement social, familial, ah bah oui. tout. Ma mère se posait des questions, parce qu'à force, ma mère a fini par dire au médecin qu'en effet, j'étais pas bien. Donc elle se posait des questions, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait en tant que mère quand j'étais petit. Oui, enfin je veux dire, c'est même pas des constats, c'est carrément de la propagande. Et ils ont même conditionné ma mère à me mettre sous tutelle, c'est-à-dire que c'était ma mère qui était ma tutrice. Alors heureusement, elle n'a pas commis l'irréparable, elle a eu quand même l'intuition de ne pas faire ça.
Heureusement. Oui, c'est le système maternel de protection. Oui, quelque part, elle dit, mais non, Jean-Louis, c'est pas possible, il peut pas être sous tutelle. Mais vous voyez, ils ont poussé à ça. Quoi. Oui, parce que apparemment, ils coupent les liens autour de vous. Vous, ils coupent les liens autour de vous. Le second cercle, ils coupent. Et le troisième cercle, ils coupent. Donc, c'est vraiment. Ah ben, je vous dis. C'est vraiment un système. Je reviens de très très loin. Moi, j'ai connu l'isolement. D'où le système, d'où le titre de cette vidéo. Voilà. C'est carrément des Khmers rouges. Hein. On voit ça à la vue ça. Je peux dire que j'ai connu le pire que ce qu'un être humain peut connaître. Vous êtes dans une chambre, il n'y a même pas de poster, c'est des murs blancs. Il y a une chaîne de télé, D17, et vous avez 40 fois en boucle pendant 18 mois le même clip qui défile. Moi qui aime la musique, c'est l'horreur. Vous ne pouvez plus supporter la musique. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la nouvelle de Stefan Zweig, Le jour d'échec, c'est exactement ça, c'est la torture mentale, c'est la pire pour un intellectuel. On ne vous donne plus d'aliments spirituels. Donc le cerveau il tourne en boucle. Vous vous dites, il faut que je pense à penser, à penser, à penser. Et, mais je suis en train de devenir fou. Donc la seule issue c'était d'aller dans la cour, fumer une cigarette et je regardais le mouvement des oiseaux et j'essayais de calculer leur trajectoire. Vous voyez, je me donnais un support pour ma réflexion. Mais le plus vertigineux c'est que j'arrivais. Je dis wow. Oui, je me donnais un travail à faire. Alors, après j'essayais de les anticiper, d'avoir un modèle mathématique. Parce que tout, comme le climat, comme tout, il fallait que je travaille. Il fallait que je nourrisse mon esprit. Mais on est tellement privé de ça que quand je suis sorti, il y a eu un contre-choc. Vous voyez, là, c'est comme la digue. Là, pendant 6 mois, les cordes vocales ne fonctionnaient plus. Là, je pourrais parler comme la digue qui pète. Je suis rentré chez moi, j'ai écouté de la musique. Oui, je mangeais, je disais aux copains, c'est bon de manger. Mais oui, mais j'en pleurais parce que je dis, mais mon Dieu, j'avais perdu le goût de la vie. Tout simplement. L'espoir. Oui. Plus d'espoir. Nos futurs. Oui, il n'y a plus de temps. Donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de et le présent est le même tout le temps. Donc comment on repère le temps parce qu'on dit tiens lundi je vais voir Patrick, mardi j'ai cours, vous voyez, vous avez des. Mais là c'est le même jour. C'est le même jour qui passe. On s'en fout si c'est lundi, mardi, c'est le même jour. C'est terrifiant. Et en plus c'est un cauchemar que je faisais quand j'étais petit. Ce cauchemar je l'ai réalisé. Je dis maintenant je vais réaliser mes rêves. C'est démoniaque comme situation. Et là, donc... mais je comprends que des gens plus fragiles, vous voyez, moins armés, se suicident. Et j'en ai vu, hein, je les ai vus, il y en a eu 2. Et c'est traumatisant, vous savez, parce que quand il y a eu la tentative d'évasion, je vous le jure, hein, vous avez le bip-bip qui sonne dans la poche des infirmiers. Le gars, il n'a pas le temps d'enlever sa capinzole, il y a mêlée de rugby qui tombe, et vous avez un hélicoptère qui survole Tuir. En 10 minutes. Et moi, j'étais là comme ça, je rentrais dans ma chambre, comme ça. Un hélicoptère. Un hélicoptère. Ah, je vous le jure, sur la tête de mes enfants, il y a un hélicoptère qui passe. Ah, ben je savais. Franchement, je l'ai vu. Franchement, je l'ai vu. Franchement. Et là, vous êtes comme ça. C'est il manque plus que les miradors. Ah, ouais. Ah, non, mais. Ah, oui, c'est des. On appelle ça, c'est des camps. Mais c'est pour ça, le contraste, il a été tel, quel miracle Montpellier, parce que c'est pour ça que j'ai pris conscience de ce qu'ils ont fait à Tuir. Je vous dis, à Montpellier, je pourrais ne pas tarir d'éloges. C'était le haut standing, c'était du haut vol, à tous les niveaux. À tel point que, quand, je me rappelle, l'infirmière, elle m'a vu arriver, je me suis mis dans un coin, dans mon esprit, j'allais faire les électrochocs, j'étais comme ça, je n'allais pas avec les autres patients. Mais les autres patients, ils parlaient philosophie, poésie. Il y en avait un, il était pilote d'avion, il était un cadre, un prof. Mais je ne voulais pas y aller, je me dis, c'est des fous encore. Et puis l'infirmière qui m'a, Betty, elle s'appelait, elle m'a vu, elle me l'a dit 3-4 jours après, elle me dit, toi tu es différent, toi tu vas pas rester là. Je dis, pourquoi tu dis ça? Bah toi tu as survécu à tuer. Elle me dit ça. Ok. Ouf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le pire. Le pire du pire. Je vais dans ma chambre, et pareil, la femme de ménage, elle me voit pleurer, puis elle me dit, regardez, vous avez plein d'amis qui vous envoient des livres. Il y avait Charles Guève qui m'avait envoyé un mot. Mais qu'est-ce que vous... Elle me dit, ça fait 25 ans que je fais le ménage dans cette chambre. J'ai vu passer des cadres parce que leur femme les a quittés. J'ai vu passer... Et ils ont passé 3 semaines, 6 semaines. Ça va faire pareil pour vous. Tout en faisant le ménage. Alors qu'à Tuir... Monsieur Kakumo, enfin même pas monsieur. Kakumo, levez-vous. Enfin bref. Dévalorisation. Voilà. Et enfin, le fameux jour de ma libération, enfin 2 ou 3 jours avant, je passe dans le couloir. Il y avait la Coupe du Monde de foot. Et le docteur... Là, qui m'a sauvé la vie, donc le psychiatre, il me croise. Ah, en fait, monsieur Kakumo, vous sortez demain. Tenez-vous bien, c'était la fête de la musique et mon anniversaire.
Alors du coup, il y a Betty qui passe. Betty, je sors demain. Et elle s'est jetée dans mes bras. Tu vois, je te l'avais dit. Ça veut dire que... Tout le monde était magnifique. Donc là, le contraste, il est tel. Que maintenant, quand on voit, vous voyez, je veux dire, quand on goûte que du mauvais vin, on se dit que le vin c'est comme ça. Mais une fois qu'on a un super vin, on jette le reste. On dit, ouais, pourquoi j'ai bu ça? Et là, le contraste, il est flagrant. La preuve, c'est qu'en 6 semaines, j'étais apte au travail. Alors que pendant 2 ans, ils se sont acharnés sur moi en disant, vous ne reprendrez plus le travail. Si j'ai... A contrario, j'ai le frisson d'horreur si je n'avais pas été là-bas. S'il n'avait pas jugé bon que je fasse une sismo pour le coup. Là, j'en frémis d'effroi parce que je serais encore à fuir. Là. Et tu ne me connaîtrais pas et je serais mort. Heureusement. Que pensez-vous de mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur les asiles tout ce qui est modèle psychiatrique, tout ce qui se passe au niveau psychiatrique, et notamment, ça va partir de Tuir. Hein. Ah ben moi, parce que là, ce modèle-là, oui. on n'en veut pas. Hein. Moi, évidemment, je réclame réparation pour moi, justice, et je veux connaître la vérité. Pourquoi on m'a fait ça, à moi, mes enfants? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai découvert qui gêne tant? Je veux savoir. Quelle est la pépite que j'ai entre mes mains? Et après, que si ça délie des langues, parce qu'en effet, d'autres victimes commencent à venir vers moi. Parce que tu as une très mauvaise réputation. Voilà, mais pas des victimes seulement que de tuer, hein, je veux dire. C'est un phénomène en France important, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, là j'ai quand même fait des recherches, c'est mon métier, je suis chercheur, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a pointé récemment du doigt la France, en alertant d'une augmentation très inquiétante des internements arbitraires. Elle a fait une vidéo qu'elle a postée sur le site officiel du Sénat, Public Sénat, et la vidéo elle a été censurée. C'est quand même la Cour européenne des droits de l'homme. Alors vous voyez, la France qui s'enorgueillit à chaque fois d'être les droits de l'homme et compagnie, Charlie, là on la pointe du doigt parce qu'elle se comporte comme une dictature, elle interne des gens de manière arbitraire. Après on va donner des leçons à l'Iran ou à la Chine, on dit à la Chine les droits de l'homme, attendez, il faut faire le ménage chez soi. Et là on devient crédible. Et s'il faut faire le ménage, je suis volontaire. Parce que j'ai vu les choses, maintenant je sais comment ça marche, et je sais les analyser. Donc effectivement, en commission, bien la venue, et on verra les hommes politiques qui osent, les députés qui oseront se mouiller, parce qu'on verra si ce sont des vrais hommes politiques, à ce moment-là, qui sont sensibles à des vrais problèmes de société. Écoutez, moi je m'engage auprès de tous les internautes, je les invite à nous rejoindre. On va aller faire une commission d'enquête, elle va commencer à Perpignan. On va commencer par les députés suivants, Ségolène Neuville, hein, qui est justement au niveau de... Secrétaire d'État. Secrétaire d'État. Hein. Je vais prendre rendez-vous dès cette semaine. J'espère qu'elle va nous entendre. On va voir M. Fernand Ciré. On va voir M. Jacques Cresta. Voilà. Et M. Pierre Vegas. Moi, je suis dans un milieu politique aussi, hein, politique. Jacques Calvé, je crois. Oui, très bien, Jacques Calvé. Daniel Mac, moi je le connais bien. Ouais. Il m'a invité d'ailleurs à sa prochaine réunion, donc je vais lui en parler. Mais vous voyez, moi je suis dans un milieu de recherche, donc il y a beaucoup d'intellectuels, et je vois aussi depuis 20 ans disserter différentes, sensibilités dans nos milieux, qui se disputent, ou on va dire qui discutent sur la notion de liberté. Et à un moment je leur dis, attendez, alors là pour le coup, arrêtez de discuter sur la liberté, parce que ça on peut en discuter éternellement dans les salons, sur les plateaux télé, là il faut se battre pour la liberté. Et là je les vois tu sais, moi, pas d'ennui, de la carrière. Ah, alors si on était sous l'occupation, dans quel camp? Une question, est-ce que nous ne sommes pas sous occupation voilà. européenne? Non mais, bonne question. C'est facile après de discuter sur la résistance, de juger les collabos, mais à 50 ans de recul. Mais quand on vit et qu'il y a des nazis qui peuvent vous rafler à tout moment, qui se comportent comme... Qui risque sa vie vraiment pour se battre pour la liberté, hein? J'ai l'impression que... Là, moi je risque ma vie je risque tous les jours ma liberté. Moi j'ai toujours peur qu'on vienne m'interner là, surtout si je parle. J'ai l'impression que... je voulais dire, Pierre, au fait. J'ai l'impression que M. Fabrice Laurent se comporte comme un... Ben voilà, non mais justement je voulais vous dire, Patrick. Moi j'ai été quand même convoqué il y a quelques semaines par la médecine du travail, donc le médecin du campus, sous l'ordre du président de l'université. Je m'y attendais parce que chaque jour il me met des embûches. Donc j'ai pris les devants, je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a trouvé encore une fois en parfaite santé. Donc mon médecin de Montpellier me trouve en parfaite santé mentale et mon médecin, voilà, pour le coup je suis tranquille, j'ai fait des bilans. Mon médecin traitant qui me suit depuis 15 ans et mes enfants, il me trouve en parfaite santé physique. Il ne m'a pas trouvé fatigué, il ne m'a pas trouvé ivre, il ne m'a pas trouvé... Voilà. Et le médecin du travail, au bout de 3 quarts d'heure, a bien été obligé
de constater que j'étais en parfaite santé, donc apte au travail. Mais il me reconvoque dans 2 mois. Alors que c'est annuel, tous les collègues c'est annuel. Alors j'ai dit, attendez, vous allez tous les 2 mois me faire des visites. Et il me dit, ne faites pas de vagues. Ah, c'est un avis médical ça? Ah, mais c'est carrément c'est un manque de partialité anormal. Manque de peau. Moi je fais pas de vagues. Moi je provoque le tsunami. Bon, c'est pas moi qui fais dessus. Mais oui. Mais ça c'est clair que... Il faut pas me dire ça. C'est surtout pas quelque chose qu'il faut me dire. Voilà. Ah ouais, C'est surtout la chose qu'il fallait pas me dire. Ah, mais... Parce que là, je pense que là, ils auront besoin de dentistes, parce que là, ils vont se casser les dents. Hein. Non, mais je veux dire, moi, je me suis plié à tout. Vous voyez, par exemple, c'est la 15e thèse que je dirige. Tous mes thésards sont aujourd'hui professeurs d'économie dans leur pays. Ils ont fait le doctorat, ils ont été nommés. C'est pour ça que j'ai quasiment 3 ou 4 demandes par mois dans mes emails de direction de thèse. La dernière vient du Maroc, justement. Elle vient du monde entier. J'ai pris une russe. Il y a 2 semaines, j'ai pris une étudiante russe. Pas pour lui faire du charme, pour la mettre dans mon lit, c'est pas mes méthodes. Parce que son dossier scientifique, il est béton. Et parce que son sujet de thèse, il m'intéresse. C'est sur l'intelligence économique. Attention les Russes, parce que... Écoute bien. Mon directeur du labo, qui m'a fait une entière confiance, parce qu'il voit ma production scientifique, il a d'ailleurs témoigné de ça. Il a regardé le dossier, il a donné son autorisation. Le président, il a invalidé l'inscription. L'étudiante risque l'expulsion du territoire parce qu'elle n'a pas eu son inscription en doctorat. Il est sorti de ses attributions. En quoi un président peut s'opposer à une inscription en thèse? C'est ça tout le temps. C'est, allez, je vais lui mettre encore des bâtons dans les roues. Eh bien, plus il m'en met, plus la roue, elle va tourner vite. Non seulement il se comporte comme un Pol Pot. Pol Pot, c'était un il sort de ses attributions. Dictateur. Donc, à force de sortir de ses attributions, eh ben, je vais le faire savoir. Et à force, c'est lui qui va donner une mauvaise image de l'université. C'est pas moi. Moi, je relate des faits. S'il n'y a rien à relater, je dis rien. C'est tout. Justement, en parlant de Fabrice Laurent, parce qu'il faut en parler, apparemment, il continue ses menaces et pressions sur vous. Il aurait porté plainte contre vous. Vous avez des informations? Alors, oui, tout à fait. Alors, effectivement, il faut en parler, c'est très important. Pour me faire peur, il a donc porté plainte pour diffamation. Moi, je vous le répète, je n'ai diffamé personne, surtout pas le président, je relate des faits. Ce sont des faits que je relate. Le fait que la procédure d'HDT commandée par le président ne révèle pas les normes légales, ce sont des faits que mon avocat a confirmés. Qu'est-ce que la GDT? Lui-même a hospitalisation sous contrainte par un tiers. Voilà, faut bien expliquer là. Mais lui-même, je termine. Il a fait une erreur fondamentale. Et c'est là où et du coup, moi, je porte plainte contre lui. Il a utilisé le courrier interne pour alerter de son initiative à toute la communauté universitaire et tous les étudiants, qui en fait n'étaient même pas au courant. Donc ils n'ont pas compris, les étudiants. Pourquoi M. Kakumo, le président attaque M. Kakumo. Donc ils sont allés voir la vidéo. Il m'a fait une publicité extraordinaire. Donc, du coup, très bien. Moi, on peut regarder la vidéo, je ne diffame personne. Comme je viens de le faire là, je raconte ce que j'ai vécu, à quoi j'ai survécu, et je veux comprendre. S'il est innocent, je lui demanderai pardon. S'il n'est pas innocent, je lui demanderai de payer. Mais on ira en justice. Vous savez un dicton que j'apprécie drôlement, on dit que le mensonge, il peut courir pendant 100 ans, il est rattrapé dans la journée par la vérité. J'espère. Mais de toute façon, moi je le sais, j'ai ma conscience pour moi, je suis une victime. Je n'ai fait aucun... Enfin, il faut voir comment c'est pas facile de faire une HDTM. Même quand un proche veut le faire volontairement. Moi, mon père, il a eu Alzheimer, ma mère a voulu le mettre en hôpital, il n'y avait pas de place, c'était pas facile. Les hôpitaux disent non. Donc, il faut vraiment qu'il se soit produit quelque chose de grave, comme ça a été le cas de cet étudiant chinois. Chercher dans ma vie, je n'ai jamais fait quelque chose de grave. Jamais. C'est plutôt moi qui ai été victime de choses graves qui m'ont conduit à ma dépression. Mais je n'ai jamais fait quelque chose de grave. Ah, vous pouvez chercher. Donc les seules choses qu'ils pouvaient faire, c'est des fameux signalements en disant « on dit que vous avez été bizarre ». Mais j'ai localisé les sources. Ils ont manipulé 1 ou 2 étudiants top que j'ai convoqués dans mon bureau en disant « grâce à vous, j'ai été interné 2 ans, donc vous serez témoin à charge ». Et vous savez que vous avez peut-être la chance, parce que bientôt, on va bientôt autoriser l'euthanasie aussi. Vous allez réchapper à ça peut-être. Si on plaisante un peu, mais bon, ça devient grave. Donc je pense que votre exemple quand même est à observer et à soutenir. Et je
pense que là, il faut faire un grand coup de poing. Opération même propre, là. Je vous dis, moi, je veux la vérité, c'est tout. J'ai pas honte de la vérité. Je suis dans un pays, soi-disant, la France développée, donc je réclame, dans mon pays, réparation, justice et vérité. Moi, j'ai été absent du monde, alors absent du monde, hein. Alors là, on me dit, Jean-Louis, tu es tout le temps sur Internet, le téléphone, tu es tout le temps connecté. Mais moi, j'ai été déconnecté toute cette période, de tout, de mes enfants, de tout. Je n'ai plus d'oxygène. J'ai étouffé, et tout le monde s'en foutait de moi. On ne parlait pas de moi. Et les gens se sont dit, bon, il doit être en vacances. Oui, Et donc, le monde a tourné sans moi. Je ne suis pas le centre du monde, hein, c'est normal, chacun a ses rythmes, mais ça fait froid dans le dos quand même. Vous voyez, quand vous mourrez, on va à vos obsèques, on tire une salve, on pleure, on met des fleurs. Là, non. Il n'y a pas un endroit où on dit, ah, Jean-Louis, c'était un mec sympa. Non, là, on vous met quelque part, vous avez disparu, mais chacun reprend. Pire, les collègues ont pris mes cours. Ah, Jean-Louis, il a fait ça, ben, on va s'en occuper à sa place. le vide a été repris. Alors moi, effectivement, ça m'a fait penser à l'occupation quand il y avait les rafles. Les nazis, ils venaient chercher de temps en temps un peu des juifs, comme ça. Et les Français, ils tournaient les yeux en disant, bon, il doit y avoir des raisons. Tant que ça ne nous touche pas, nous. Et là, je dis, mais ça peut nous toucher, nous, tout le monde. On peut être raflé. On peut venir vous interner. Voilà. Et quand j'ai vu les statistiques, on peut dire que ce sont des rafles. C'est un phénomène à grande échelle. Et vous n'êtes pas à l'abri, hein, parce que vous êtes encore en danger, hein, parce que Oui, maintenant bien cette pression sûr, de ce monsieur, Bien sûr. monsieur Fabrice, Il y aurait mon attaché presse était là. Hein. Je suis allé au centre de jour. J'ai pas voulu mettre les pieds à l'Oasis, donc je suis allé au centre de jour de mon quartier en disant maintenant ça suffit, on stoppe la procédure. Il a convenu qu'il fallait la stopper, mais il a fait deux choses qui m'a aussi pas plu. Il m'a dit mais on peut la redéclencher à tout moment, hein, devant mon attaché presse. Hein. Et il a dit on reprend un rendez-vous avec le psy, le fameux psy de Tuire. Je dis mais il n'est pas question. Pourquoi je devrais avoir un rendez-vous avec le psy de Tuire? Je dépends du psy de Montpellier, et là il m'ont dit que je mentais. Il fallait encore que je me justifie. Et bien, il manque de peau, j'y étais la semaine dernière, vous l'appelez. Et là, le psy Montpellier a fait une lettre. Mais vous voyez, comme j'ai fait de la psychiatrie, tout ce que je dis, c'est soit un propos délirant et tout, donc il faut que je donne des preuves. Et il n'y a que ici qu'on me demande ça. J'étais il y a 10 jours à Paris, reçu par Jean Robin, par Charles Gueb, par un ancien ministre de la Défense, dans son appartement. Je leur parle, je n'ai pas à donner des preuves. Ils me connaissent depuis 20 ans. Et là, à Perpignan, chez les Ploucs, je dois donner des preuves. C'est très humiliant. Et je leur donne, il n'y a pas de souci. Et ils n'en reviennent pas quand je les donne. Mais donc, quoi dire de plus donnez votre dernier mot de la fin, parce que quand même, vous apportez un élan là. Je le vois, j'ai des contacts de Paris qui m'appellent de partout. On veut vous rencontrer, on veut vous voir. Enfin, on veut parler de votre. C'est un calvaire, c'est un calvaire. Vous voyez, moi je voudrais donner un message. Quand j'ai créé mon blog, il y a 12 ans, je l'ai intitulé Chronique en liberté. Et ce blog, d'année en année, je postais une chronique par semaine, toutes les semaines, depuis 12 ans. Il a pris une envergure internationale. Il a été repris par Les Échos, Contrepoint, Atlantico, l'IEM à Montréal, Harvard. Le livre de Jean Robin, il s'est vendu à Harvard, au MIT, à Yale University. Et puis il y a eu 2 ans d'absence sur le blog. Et là, il y a eu une flopée de lecteurs. Ils disaient, mais il est où? Pourquoi il écrit plus? Et un jour, il y a un chercheur de Sophie Antipolis, il a vu ma chronique. Quand je suis sorti de la clinique, j'ai fait une chronique. Ah, Jean-Louis est revenu. Et là, je dis, mais mon Dieu, c'est terrible, cette intuition prémonitoire d'avoir écrit Chronique en liberté. Et moi, j'ai toujours grandi avec cette angoisse, cette claustrophobie sociale, d'être toujours prisonnier du bien-pensant, du carcan d'un parti politique, du politiquement correct. Mais je ne pensais pas que j'allais vivre la psychiatrie. Je ne pensais pas que ça serait diagnostiqué comme un problème de santé mentale, de vouloir être libre. Voilà le message que je voudrais donner. La liberté. Voilà. Merci, monsieur Jean-Louis Cacomont. Patrick. Ben, suivez-nous, on va apporter un maximum de liens, d'informations. Hein, donc le blog, on pourrait rappeler le blog Chronique en liberté. Chronique en liberté. Ensuite, au niveau de la page Facebook aussi.
Oui, quand même, et la page Facebook, ma page personnelle. Hein. Et Tout soutien sera le bienvenu. vous êtes tout le monde là aussi. Donc il y a la pétition qui pétition. circule. Ouais, voilà. Moi, j'ai appris aussi qu'en plus de vos conseils sur Montpellier, hein, on peut donner son nom aussi, votre conseil sur Montpellier. Hein, on en parlera. Par contre, je vais vous parler aussi de Maître François Danguéan qui a connu votre cas et qui est stupéfait. Hein. C'est pas que dans les milieux avocats. Mais j'ai 2 avocats aussi à Paris. Enfin, il y a quasiment maintenant un collectif d'avocats qui va se mettre en place et du coup dont je vais faire profiter aux autres victimes qui viennent vers moi. Absolument. C'est pour ça que je veux que ça soit un collectif, un peu comme aux États-Unis, lanceur d'alerte. Une act action, comment on appelle ça, Lanceur d'alerte. une collective action. C'est collective action, c'est lanceur d'alerte. Voilà. Parce que vous êtes un lanceur Non, d'alerte. parce que là j'ai mis le doigt sur un problème de société, donc et puis là comment s'attaquer à un système quand même. Donc il faut pas que ça soit David contre Goliath. Il faut face à un système, il faut un autre système. Il faut un contre-pouvoir. Il faut beaucoup de personnes face à un gros bloc. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que on peut pas. Parce que vous avez Et puis moi, si j'étais resté seul comme la première fois, effectivement, ils peuvent me réinterner. Si on est en collectif, ils peuvent pas mettre 1000 personnes d'un coup. Non, il n'y aura pas de chambre de toute façon. Ah ouais. Donc c'est une protection. Là, c'est une protection. Ah, c'est clair, une protection et aussi bon, voilà, parce que moi je veux résumer aussi un petit peu le mot de la fin. Comme dit Julian Assange de groupe Wikileaks, le courage il est courageux. Le courage il est contagieux. Ah oui, très bien. Oui, Voilà. oui. La peur aussi, donc il faut inverser. Il faut transformer la peur en courage. Et merci monsieur Jean-Luc Kokomo. Merci Patrick. Très heureux en tout cas de t'avoir connu. Et ça fait que commencer. Oui.